Merci beaucoup Flora. Donc comme vous me l'avez recommandé, je vais essayer de parler très près du micro puisque le système est historique. Effectivement, je crois que ça fait 22 ans que je suis dans cette université. J'ai l'impression d'avoir toujours connu le même micro. Mais enfin bon. Merci, mesdames et messieurs. D'abord, merci infiniment d'être présents ce soir pour effectivement cette heure. Je vais essayer de tenir les délais en étant optimiste. De présentation en fait effectivement de l'histoire de la guerre. Depuis pas mal d'années, effectivement, je me suis spécialisé dans l'histoire de la guerre. Je dis bien la guerre et non pas les guerres, plutôt l'histoire de la guerre en tant qu'objet, je dirais presque objet à la fois social, culturel, politique, économique, à tout point de vue, sur différents domaines. Et c'est vrai que ma spécialité depuis plusieurs décennies tourne autour de l'histoire militaire. Un certain nombre d'étudiants ici présents, je les remercie également, le savent déjà là-dessus. Alors, l'histoire de la guerre de l'Antiquité à demain, je vais évidemment, vous allez en douter, en une heure, je vais sans doute pas arriver à faire toute la guerre et toutes les guerres de l'Antiquité à demain, heureusement pour vous, enfin pour nous. Je vais procéder par petites touches. D'abord, revenir sur une question, sur des questions, si vous voulez, qu'on se pose actuellement. Voilà. Concernant l'histoire de la guerre. D'abord, une question, je vous annonce le plan en quelque sorte, une question finalement qui a l'air un peu comme ça assez spécieuse, mais qui en fait est assez profonde, qui est depuis quand la guerre existe-t-elle ? Est-ce qu'on peut dater finalement quand la guerre est apparue finalement dans nos sociétés ? Je montrerai que pendant longtemps la réponse allait de soi, et puis qu'aujourd'hui l'archéologie a montré que c'était pas aussi simple que ça. Ça, sera le premier point. On verra dans un deuxième point aussi, sans remonter aux guerres les plus anciennes, je prendrai quelques concepts dont vous avez entendu parler, dont nous entendons parler encore aujourd'hui, et les concepts, par exemple, le concept de guerre asymétrique, le concept de guerre hybride. Je vous rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, dans son dernier discours dans un de ses derniers discours, a bien expliqué que nous étions dans une situation de guerre hybride. Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est la guerre hybride ? C'est un concept, certes, mais qu'est-ce que ça recouvre ? Et c'est intéressant. Je vous parlerai d'autres concepts, de guerre des acteurs fluides. Je parlerai du concept de guerre hors limite, qui est le modèle de guerre chinois, en fait, actuel, etc., etc. Et puis, on terminera un petit peu on partira sur un troisième point qui sera sur finalement, comment les guerres évoluent dans l'histoire. Et je voudrais montrer que les guerres évoluent aussi parce que, d'abord et avant tout, pour moi, ce sont les sciences et les techniques qui font évoluer les guerres. Et c'est pas les guerres qui font évoluer les sciences et les techniques. Ça, c'est ma position. Je l'assume comme telle. Et voilà, ça sera mon credo en tout cas ce soir. Et vous montrer finalement comment ce qu'on appelle les ruptures scientifiques et les ruptures technologiques permettent, effectivement, on fait évoluer la guerre et les formes de guerre, d'une part, et comment, d'une certaine manière, on peut anticiper. Alors, je dis pas prévoir, hein, je dis pas non plus annoncer le futur, c'est pas une histoire de boule de cristal, hein. Je dis bien comment on peut anticiper certains changements possibles d'ici à un horizon 2050 en tout cas. Au-delà, ça relève quand même un petit peu, disons, de la science-fiction. Mais 2050, ça reste un horizon tout à fait possible au niveau d'une certaine anticipation des ruptures technologiques qui risquent de se produire dans notre monde et de leurs conséquences sur la guerre et les formes de guerre à venir. Voilà, je vous ai annoncé, puis on terminera peut-être quand même sur quelques réflexions, parce que on m'a tendu la perche, j'avais pas forcément pensé, mais je sens que je vais quand même être obligé d'y passer sur effectivement cette guerre qui est aux portes de l'Europe, évidemment qui est la nôtre, en essayant peut-être de sortir de discussions de café du commerce si possible et de rester sur des constats tels que les experts peuvent aujourd'hui les faire quant à cette guerre en Ukraine. Alors,
il y aura des diapos, rassurez-vous, il y a des diapos très pleines, mais c'est souvent des citations. J'ai hésité à raccourcir mes textes, puis après je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est l'Iliade après tout, il y a pire, si vous voulez, comme littérature. Alors je commençais en me disant finalement, c'est comme ça que j'ai commencé mon ouvrage d'ailleurs sur l'histoire de la guerre, que depuis des milliers d'années, ça c'est certain que nous, êtres humains, avons un réel talent pour tuer notre prochain. Ça, je crois que c'est un constat qu'on peut partager. Alors malheureusement, la question n'est pas là d'une certaine manière, mais la violence et la guerre sont des constantes de l'histoire de l'humanité. Et un des plus anciens philosophes grecs dont quelques fragments de textes soient parvenus jusqu'à nous, qui s'appelait Héraclite, effectivement, un des textes les plus célèbres parle de la guerre en disant, Héraclite écrivait, la guerre est le père de toute chose, c'est pas la mère, parce qu'en grec, polémos c'est masculin. Donc la guerre est le père de toute chose, et de toute chose elle est roi. Effectivement, voilà, une des plus anciennes citations philosophiques d'un des plus anciens philosophes grecs dont on ait conservé une trace jusqu'à nous, effectivement, porte là aussi sur la guerre. Et puis les références à la guerre, elles sont très anciennes, et vous le savez, les premiers écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, alors outre Héraclite, sont des écrits qui sont pleins de guerre, de cris, de bruit, de fureur, c'est évident, et de mort. Dans la tradition judéo-chrétienne, la violence guerrière naît dans l'Ancien Testament, elle naît avec avec l'expulsion d'Adam et d'Ève du paradis terrestre, avec le meurtre d'Abel par Caïn. Et puis, si vous regardez bien l'Ancien Testament, la guerre est partout présente dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est quand même une liste de batailles et de guerres très nombreuses, hein, c'est évident. Avec des héros d'ailleurs dans ces guerres, des héros mythiques, et l'on retrouve la guerre, je parlais de l'Ancien Testament, mais on retrouve la guerre présente également dans, je crois, tous les livres saints, même les livres hindous, dans tous les livres saints d'autres religions. Voilà. Et là on était dans un registre plus spirituel, mais quand vous prenez des choses plus plus factuelles, je pense en particulier aux plus romanesques, c'est encore de guerre et uniquement de guerre qu'il est question. Si on prend un des textes, le texte sans doute le plus ancien hors texte religieux, hein, un des textes les plus anciens parvenus jusqu'à nous et hors écrit philosophique, je pense évidemment à l'Iliade d'Homère. Et l'Iliade, le premier chant de l'Iliade, je vous l'ai remis ici, ça s'ouvre vraiment sur une question de guerre, quoi. Et l'Iliade, du début à la fin, ce n'est qu'un récit de bataille, de combat, hein, sur une petite année de l'ensemble de la guerre de Troie. Donc la guerre est une constante, c'est une constante finalement présente dans l'histoire de l'humanité depuis les temps les plus anciens. Autre constat, en français, en anglais, dans d'autres langues, y compris dans des langues, alors je m'en suis assuré avant de le dire quand même, y compris dans des langues orientales ou des langues africaines, on retrouve le même registre de vocabulaire pour parler de la guerre et pour désigner la guerre. C'est assez intéressant. Et on retrouve toujours les mêmes verbes, par exemple, les peuples et les États font la guerre, effectivement, ils gagnent la guerre, ils perdent la guerre. Et dans beaucoup de langues, et encore une fois, pas seulement des langues indo-européennes, j'insiste là-dessus, le registre de vocabulaire de la guerre et le registre de vocabulaire du jeu sont partagés. On retrouve aussi une certaine relation entre guerre et jeu. Voilà, perdre, gagner. Alors, la guerre est un événement qui a frappé, qui frappe et qui frappera certainement tous les peuples, États et sociétés. Et après avoir connu la guerre, en tout cas nous, en Europe, au cours de la première moitié du XXe siècle, on l'a un petit peu oublié. Je dis bien nous, continent européen et plus spécifiquement Europe de l'Ouest.
On l'a un petit peu oublié pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Alors on l'a oublié en tout cas sur notre continent, bien entendu. Ailleurs, les Européens ont été concernés par des guerres de décolonisation, bien entendu. On a été concernés par d'autres conflits. Alors là, il ne s'agit pas des Européens, mais plus des Américains. Mais enfin, ce sont des sociétés occidentales. Les Américains ont été concernés par la guerre du Vietnam, etc. Nous, en Europe occidentale, on était finalement, on a été relativement, non pas préservés, mais on n'a pas connu une forme de guerre violente. On n'a pas connu de forme de guerre violente sur notre sol pendant la seconde moitié du XXe siècle. On a connu la guerre froide, et on est nombreux ici à l'avoir connue, ça c'est sûr, mais on n'a pas connu de forme de guerre violente. Or, aujourd'hui, la guerre est revenue. Alors, elle était déjà revenue un petit peu avant. Elle était revenue déjà dans les années 90 en ex-Yougoslavie, bien entendu. Aujourd'hui, la guerre est revenue finalement en force dans notre environnement immédiat. Et parce que la guerre évoque aussi des images assez terrifiantes, on se pose des questions. On se pose des questions assez légitimes. Peut-on revoir la guerre dans nos rues et dans nos campagnes? À quoi ressemblera-t-elle ou à quoi ressemblerait-elle? C'est une question qu'on se pose et qui renvoie à cette question de comment la guerre évolue et comment les formes de guerre évoluent et évolueront. Alors en fait, ce sont un petit peu ces questions, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, qui sont un petit peu le fil directeur de mon propos ce soir. Alors, comme je vous le disais, je pense que globalement, l'essence de la guerre ne change pas. Mais évidemment, sa forme a considérablement changé et sa forme évolue très vite en fonction des sciences, en fonction des technologies, ou alors pour utiliser un vocabulaire plus conceptuel, en fonction de ce qu'on appelle, de ce que les experts appellent les ruptures scientifiques et les ruptures techniques. Et je reviendrai sur ces termes un peu plus loin. Alors, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, pour démarrer, on va commencer par le commencement. On va commencer d'abord par une question. Quand la guerre est-elle apparue? Après tout, c'est une question, encore une fois. Quand j'ai fait mes études, c'était une question à laquelle à la limite qu'on ne posait pas, ou alors on la posait en donnant tout de suite la réponse, en disant la guerre est apparue avec l'agriculture. Dès que l'agriculture est née, on voit apparaître la guerre, parce que l'agriculture, ça génère des profits, ça génère des stocks, ça génère des surplus. Ces surplus attirent d'autres sociétés, d'autres États, rivaux, etc. Et donc, certains font la guerre pour s'emparer, etc., etc. Bon, ça c'était la question, finalement, qui se posait, mais dont on avait la réponse très rapidement. Or, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et là, l'archéologie, finalement, a remis en question cette interrogation sur les débuts de la guerre. Alors, on va partir de quelques faits. La première trace, je dis bien la première trace, qui soit parvenue jusqu'à nous, d'un grand massacre. Et vous avez remarqué, je ne prononce pas le mot guerre, je dis d'un grand massacre. La première trace qui soit parvenue jusqu'à nous d'un grand massacre, on l'a trouvée sur un site archéologique, le site du Djebel Sahaba. On est sur la rive droite du Nil, à la frontière nord du Soudan. Vous voyez, entre Soudan et Égypte aujourd'hui. Site dont on est certain, parce que ça l'archéologie est capable de le dire assez précisément, qu'il a été occupé entre moins 14 000 et moins 13 000. J'ai des dates un peu plus précises, comme vous le voyez sur la diapositive. Bon, peu importe. Disons moins 14 000, moins 13 000. Et les archéologues, effectivement, il y a déjà une trentaine d'années, un petit peu plus, même une quarantaine d'années, les archéologues ont découvert sur ce site une soixantaine de corps. Une soixantaine de corps de femmes, d'hommes, d'enfants, dont la moitié de ces 60 corps, dont la moitié seraient morts de coups portés à la tête. Ça aussi, l'archéologie est tout à fait capable de le constater. Archéologie et médecine légale vont souvent largement de pair. De coups portés à la tête, de coups portés à la poitrine ou dans le dos,
alors on a retrouvé aussi des pointes de lance, on a retrouvé des projectiles en pierre aussi. Voilà. Et voilà, une soixantaine de corps dont la moitié semble bien avoir péri de mort violente, on va le dire comme ça. Et immédiatement, comme je disais, ça fait une quarantaine d'années cette histoire, immédiatement les archéologues ont émis un certain nombre d'hypothèses. Alors, première hypothèse, est-ce qu'il peut s'agir de meurtres rituels? C'est peu probable. Peu probable parce que, ou de suicide collectif, vous savez, donc c'est peu probable vu la manière dont les personnes ont été tuées. Alors, on en est resté finalement sur cette idée qu'il ne pouvait guère s'agir que d'un acte de guerre. Voilà. On a tout de suite écrit et déclaré, c'est là-dessus on a fait pas mal d'articles et de livres, qu'il s'agissait sans doute du premier acte de guerre qu'on puisse attester, parce que les archéologues n'ont jamais trouvé de concentration de corps de cadavres ayant péri de mort violente, ils n'ont jamais trouvé de concentration de corps plus ancienne que cette concentration de corps sur le site du Djebel Sahaba. Autrement dit, vous voyez, moins 14 000, moins 13 000, je fais court sur les dates, c'est plus précis que ça, bien sûr. Mais, la guerre serait née à la fin du Paléolithique, début du Néolithique, ce qui correspond, comme je vous disais tout à l'heure, au développement de l'agriculture. Ce qui correspond au développement de l'agriculture, ce qui correspond aussi à la période de sédentarisation de groupes humains, et d'où l'idée que ce qu'on a appelé la révolution néolithique paraît correspondre avec l'apparition de la guerre. Et cette idée dont je vous parlais, effectivement, l'agriculture permet de dégager des surplus, et ces surplus attirent les convoitises. Et donc, effectivement, on va s'attaquer aux groupements humains sédentaires, agriculteurs, qui semblent avoir des surplus alors que vous êtes une tribu nomade, etc., etc. Bien. Cependant, depuis, on s'est posé la question autrement, en se disant, oui, mais finalement, ce site... Effectivement, il y a bien des traces avérées de violence collective, mais un problème demeure. Est-ce que cette violence collective est intracommunautaire ou est-ce qu'elle est intercommunautaire? Parce que, après tout, finalement, est-ce qu'on peut qualifier de guerre le processus qui a abouti à cette concentration de corps? Est-ce que, finalement, et s'il ne s'agissait seulement d'une querelle, je dirais une querelle entre familles? Après tout, une soixantaine de corps. Alors une querelle violente, ça certainement, c'est sûr, mais après tout, pourquoi pas? S'il s'agissait pas simplement d'une querelle violente, est-ce que entre familles du même clan, vous voyez, du même groupe, est-ce qu'on pourrait parler de guerre pour autant? Vous voyez, c'est la question effectivement qu'on s'est posée. Et en 2018, et je lui rends ce qui lui appartient parce que c'est une très belle découverte qu'elle a faite. Une de nos collègues, alors je dis bien une de nos collègues parce qu'en fait il s'agit d'une professeure qui est aujourd'hui professeure à CY, ici chez nous, que les étudiants connaissent pour certains. Cette collègue est une historienne, archéologue, est une spécialiste de proto-histoire. Proto-histoire, c'est entre la préhistoire et l'histoire. C'est la période des âges des métaux, disons. Cette collègue s'appelle Anne Leherf, et qui est donc, je répète, qui enseigne ici, en licence, en troisième année en tout cas, et aussi en master et en doctorat. En 2018, donc Anne Leherf a repris toutes ces hypothèses dans un petit livre extrêmement intelligent qui s'appelle Le jour où l'homme a inventé la guerre. Je vous le recommande, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit, elle a un style vraiment très alerte. Et elle a mis en avant le fait que pour proposer une hypothèse plausible, si je puis dire, quant à la naissance de la guerre, l'archéologue devait savoir interpréter les traces. Et que quand on ne sait pas interpréter les traces, on ne peut pas tirer de conclusion d'une certaine manière. On peut juste faire des hypothèses très prudentes et qu'on ne peut pas aller guère plus loin. Et en fait, elle est repris en gros cette histoire du Djebel Sahaba. Et son idée, c'est qu'un groupe humain qui en affronte un autre, comme c'est sans doute passé là, n'est pas suffisant pour parler de guerre. Et que la guerre existe peut-être au Paléolithique et au Néolithique,
mais que c'est impossible à prouver, ou en tout cas difficile, voire impossible à prouver. Bien sûr, l'archéologue constate des traces de conflits, mais on ne peut pas en dire plus. Est-ce qu'il s'agit de conflits intracommunautaires ou intercommunautaires? On ne peut pas en dire plus. Et Anne Neurf est partie sur cette idée, moi à laquelle j'adhère à 100%, sur cette idée que pour utiliser le mot guerre, il faut intégrer une autre dimension, parce que le mot guerre finalement sous-entend la mise en place par une société et par les gouvernants de cette société de moyens spécifiquement dédiés à la guerre. De moyens spécifiquement dédiés à la guerre. Et on en revient à mon dada, parce que je suis un spécialiste d'histoire de l'armement, en fait. J'ai commencé ma carrière comme ça, qui est l'armement. D'une certaine manière, mon étude, moi, j'étudie la guerre par, justement, je vous disais, les sciences et les techniques, en fait, par, effectivement, l'armement. Et donc, pour Anne Neurf, la guerre ne naît, selon elle, vraiment qu'à l'âge du bronze, lorsque les hommes commencent à fabriquer des objets qui ne servent qu'à la guerre. Et ça, c'est son hypothèse, et puis en même temps, elle l'assume très fort, hein, parce que c'est quelqu'un qui a de la conviction, et c'est assez intéressant. La guerre naît avec cette idée à laquelle j'adhère moi également. La guerre naît avec le premier objet fabriqué par l'homme spécifiquement pour la guerre. Parce que qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que l'arc et les flèches, voire même l'épieu taillé et brûlé pour durcir le bout pointu, vous pouvez vous en servir comme arme. C'est des armes de chasse au départ. Vous pouvez vous en servir aussi pour tuer votre prochain, oui, bien sûr. Mais en gros, c'est pas spécifiquement une arme destinée à la guerre. C'est une arme qui est une arme de chasse qu'on peut aussi destiner à la guerre. Je parle de l'arc et des flèches, je parle de l'épieu, je parle de la lance. On peut aussi ajouter la hache éventuellement. Mais l'hypothèse d'Anne Neurf est de dire finalement la guerre, on peut la dater de la première arme qui ne sert pas à la chasse, qu'on n'utilise pas à la chasse, mais qu'on utilisera uniquement à la guerre. Et c'est une manière finalement d'approcher la question en historien et en archéologue pour elle, et que je trouve extrêmement intéressante. Alors, une arme destinée à la guerre et uniquement à la guerre, la première arme, finalement, oui, bon, en même temps elle est proto-historienne, donc ça correspond à sa période, c'est l'épée. Parce que vous n'allez pas à la chasse avec une épée. Enfin, je veux dire, que vous soyez à la préhistoire ou à la proto-histoire ou à l'époque historique, vous n'allez pas chasser avec une épée. Un poignard si vous voulez, encore que ça peut être dangereux quand même, hein, si vous n'avez qu'un poignard. Mais vous allez chasser avec un arc, des flèches, une lance, un pieu, etc. Mais l'épée en tant que telle, c'est bien une arme qui est conçue au départ et à l'arrivée pour faire la guerre, et uniquement la guerre. Et donc, elle, comme je vous disais, elle a cherché la première trace de l'épée en tant qu'armement. Et en gros, elle date donc la guerre de l'apparition de l'épée, c'est-à-dire pour être tout à fait précis, c'est-à-dire que on est à l'âge du bronze, c'est-à-dire vers moins 1200. Moins 1200, c'est le moment effectivement où entre l'Asie centrale et l'Europe occidentale, on voit l'archéologie a révélé les premières traces des premières épées, en l'occurrence en bronze, donc c'est pas un métal très résistant, mais enfin, peu importe. Voilà, avant le fer, en tout cas, les premières épées en bronze. Autrement dit, la guerre, selon elle, serait née à la protohistoire, vers moins 1200. C'est aussi un petit peu après cette période qu'on a deux grandes vagues de migration qui déferlent, je dirais, sur l'Europe depuis l'Asie centrale, et qui vont, ces vagues de migration, qui sont des migrations celtes,
qui vont donner finalement des implantations qu'on connaît. D'abord des peuples celtes dans tout ce qui est l'Europe centrale, l'Europe occidentale, et puis une vague de migration qui va donner l'implantation de peuples venant d'Asie centrale, mais qui vont s'installer dans la péninsule hellénique. Pour faire court, la Grèce actuelle, c'est effectivement ces peuples qu'on qualifie d'Achéens. Voilà. Donc c'est sa thèse, et je trouve effectivement cette thèse extrêmement convaincante pour dater en quelque sorte l'apparition effective de la guerre. Alors j'avance rapidement. Oui, je suis dans l'armement. Hein. Épée, premier outil finalement fabriqué pour la guerre, exclusivement pour la guerre. Alors, comment la guerre évolue ensuite? Quelles sont les grandes phases d'évolution de la guerre? Je vais aller rapidement, hein, pour arriver sur des choses plus récentes, rapidement également. Vers la fin du premier millénaire avant notre ère, apparaissent également des outils et des armes en fer. Et avec les outils et les armes en fer apparaissent également des équipements en fer, en l'occurrence, mais ces équipements qui vont être par la suite utilisés pour faire la guerre. Un point important, premier millénaire avant notre ère, un point important pour l'histoire de la guerre, c'est également le moment où les hommes les hommes ont appris à atteler des chevaux, donc ils ont appris à ajouter à la force humaine la force animale pour faire la guerre. Et c'est assez intéressant ça aussi. Le cheval a d'abord été utilisé non pas pour être monté à la guerre, non pas pour être chevauché si vous préférez. Le cheval à la guerre, il a d'abord été utilisé pour être un animal de trait et pour tirer en particulier des chars, les fameux chars de guerre, ce qu'on retrouve dans l'Égypte pharaonique ou dans d'autres peuples. Et premier millénaire, effectivement, apparaissent les premiers cavaliers qui chevauchent des montures. Les montures sont à ce moment-là encore des montures non ferrées, non scellées et sans étrier. C'est-à-dire que premier millénaire avant notre ère, le cheval est utilisé à la guerre, oui. Il est utilisé soit pour tirer des chars de guerre, il est utilisé également de plus en plus pour être monté, mais les cavaliers qui montent ces chevaux à ce moment-là, les montent pas tout à fait accrus, il y a juste une sorte de tapis de selle, sur devant une peau de mouton, etc. Mais il n'y a pas de selle, il n'y a pas d'étrier évidemment, il n'y a pas de selle, et il n'y a pas non plus de fer. Le cheval n'est pas ferré. Où je veux en venir? Je veux en venir que à ce moment-là, le cheval est effectivement utilisé, la force animale du cheval est utilisée à la guerre, mais vous imaginez bien un cavalier sur une sancelle montant juste sur un tapis en peau de quelque chose. Vous pouvez imaginer que il ne faut pas imaginer des grandes charges de cavalerie. C'est sûr, votre cavalier ne va pas rester longtemps sur son cheval si le cheval part au grand galop. On est à un moment où la guerre à cheval se pratique au petit trot. C'est à peu près tout ce qu'on peut se permettre sans selle. Même en étant très expérimenté, hein, quand même. Bon, j'insiste là-dessus parce qu'il va y avoir un changement extrêmement important, qui est une sorte de révolution technique aussi dans l'histoire de la guerre, qui va se produire un petit peu après. Premier millénaire de notre ère, j'avance plus rapidement. Premier millénaire de notre ère, c'est le moment où effectivement deux innovations dans la guerre, deux innovations apparaissent, des innovations qui trouvent sans doute leur naissance en Asie. Pas certain, mais bon. Première innovation, donc on est au premier millénaire de notre ère, hein, je répète, plutôt vers les années... Alors en Europe, ça arrive vers 500-600. Ça. Première innovation, la selle à étrier. Et puis, deuxième innovation, la ferrure à clous du cheval. Et là,
ces deux innovations, qui sont des innovations techniques, je dirais, c'est pas il n'y a pas de rupture scientifique là-dedans, hein, c'est des innovations purement techniques. Ces deux innovations purement techniques vont complètement bouleverser la guerre. Et le visage de la guerre, et la forme de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment, alors j'ai mis une reproduction de la tapisserie de Bayeux, parce que justement sur cette tapisserie, on voit, qui est une broderie hein, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, la tapisserie est une broderie ici. Sur cette tapisserie de Bayeux, on voit effectivement représenter des selles, des étriers, et aussi des fers à cheval au sabot des chevaux. Enfin, faut le savoir, c'est la différence de couleur sous le sabot du cheval qui montre qu'il y a un fer qui est cloué. Alors, où je veux en venir avec mon histoire de selles et d'étriers, on va où là avec ça ? On va imaginez, c'est une petite révolution fondamentalement dans l'histoire de la guerre. Jusque-là, vos cavaliers, ils pouvaient guère charger au galop, ni même espérer tenir longtemps un combat avec même un adversaire à terre, etc. Avec la selle, ça change tout. Cette fois-ci, votre cavalier, il est bien assis. Enfin, ça est en bois, mais enfin, il est bien assis quand même. Surtout, il a les pieds calés dans les étriers. Donc, il peut s'appuyer. Et pour ceux qui ont déjà fait du cheval, enfin bon, vous connaissez le système, c'est-à-dire que, je ne dirais pas qu'il se met debout, mais enfin, vous m'avez compris, il peut lever il peut se lever, en quelque sorte, de sa selle. Et donc, au niveau de la guerre, ce qui était impossible avant, c'est-à-dire faire la guerre, par exemple, en partant sur des grandes charges de cavalerie au galop soutenu, enfin, etc., qui était impossible, devient possible. Parce que votre cavalier, maintenant, il risque plus de tomber. Enfin, plus trop. Il faudra quand même qu'il fasse attention. Il risque plus trop de tomber, parce qu'il est calé. Il est assis et calé. Et donc, non seulement il reste plus trop de tomber, mais en plus, du coup, il peut utiliser un armement un peu plus lourd aussi, c'est-à-dire une lance, par exemple, qui va pouvoir coincer sous son aisselle pour pouvoir appuyer sa charge et produire un effet de choc outre la charge. Donc là, et puis évidemment, le fer à cheval, le fer à cheval, il sert à ce à quoi sert le fer à cheval, c'est-à-dire à faire que, effectivement, vos chevaux vont pouvoir aller sur des vitesses plus soutenues, sans s'abîmer les sabots ni les pattes, quoi, d'une certaine manière. Et là, c'est vraiment une révolution fondamentale dans l'histoire de la guerre. Et du coup, le guerrier l'archétype du guerrier, jusque-là, j'en ai pas parlé, parce que jusque-là, l'archétype du guerrier, c'était le fantassin blindé à pied, le hoplite grec, quoi. À partir du moment où la selle arrive, premier millénaire de notre ère, les étriers, etc., l'archétype du guerrier, c'est l'homme à cheval. Celui qu'on va appeler plus tard le chevalier, bien entendu. Et ça, c'est tout le Moyen-Âge européen, chinois, japonais. C'est pas que le Moyen-Âge occidental, c'est ce que je veux dire. C'est le Moyen-Âge de l'Europe, de l'Asie et d'une partie aussi du continent nord-africain. Enfin, du continent africain, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez comment l'armement peut complètement transformer la guerre, en tout cas transformer la forme de guerre, l'armement ou l'équipement, parce que là, c'est la selle, etc., c'est plus de l'équipement que de l'armement. Je poursuis mon propos. Encore un autre type d'armement. Je vais arriver à l'arme à feu, c'est pour ça que je passe par là. Bon, depuis l'Antiquité, depuis même avant l'Antiquité, on sait se servir d'arcs et de flèches. D'abord pour faire la chasse, d'abord pour aller à la chasse, ça c'est clair. Et puis, éventuellement, pour aller à la guerre aussi, bien entendu. L'arc et les flèches, ça fait partie de la panoplie qui sert aussi bien à la chasse qu'à la guerre, dans un conflit. Bien. Et ça, depuis les temps les plus anciens. Mais l'arc et les flèches, c'est bien, sauf que ceux qui ont déjà fait du tir à l'arc comprendront tout de suite ce que je veux dire, et puis tout le monde le comprendra très bien. C'est pas facile d'être un bon archer. Je répète ça souvent aux étudiants, ils m'ont déjà entendu le dire, mais pour faire un bon archer, il vous faut des années d'entraînement. Vous ne devenez pas Robin des Bois, vous ne devenez pas un archer même moyen du jour au lendemain. C'est de l'apprentissage. Déjà, il faut une certaine force physique quand même. Malgré tout, parce qu'il faut quand même arriver, alors tout dépend de la taille de l'arc, du bois, de la tension, de la corde. Ok, d'accord, mais
quoi qu'il en soit, il faut quand même une certaine forme physique. Et deuxièmement, pour fabriquer un bon archer, il faut des années d'expérience. Que vous soyez dans l'Antiquité, dans les époques médiévales, modernes ou aujourd'hui. Si vous allez au club de tir à l'arc de Pontoise, voilà, en plus les arcs aujourd'hui ils sont super sophistiqués, légers, ils ont des contrepoids, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, mais vous devenez pas quand même comment dire, vous n'avez pas tout de suite une stature olympique en commençant à l'arc, il vous faut des années. Bon ça, imaginez que c'est la même chose que vous soyez dans l'Antiquité ou au Moyen Âge. Pour fabriquer des corps d'archers, il faut des années. Donc, bien sûr que l'arc est important et à la guerre, mais les archers sont des gens très précieux, qu'on paye d'ailleurs mieux que les gens à pied. Enfin, ils sont à pied aussi, mais qu'on paye mieux que le simple piquier, disons. Mais surtout, vous pourrez jamais avoir des corps d'archers très nombreux parce qu'il faut vraiment beaucoup d'années de formation avant d'avoir des archers formés, que vous soyez au Moyen-Âge à Crécy ou à Zincourt. Les archers anglais, qui sont plutôt gallois d'ailleurs, sont des archers qui ont tous plusieurs années d'expérience derrière eux. Autrement dit, l'arme de trait, l'arme qui permet de tuer de loin, certes elle existe, mais elle est dure à mettre en œuvre, parce que vous n'aurez jamais beaucoup d'effectifs, parce que c'est très long, parce que si vous perdez un archer, vous perdez des années, etc., etc. Alors, du coup, c'est vrai que les hommes ont cherché finalement quelle était la meilleure solution pour, je dirais, pour aller au-delà de l'arc, quoi. Pour trouver, pour trouver une arme qui permet de tuer de loin, mais qui permet de tuer de loin à moindre coût et comment dire, avec une formation minimale pour le guerrier. Alors dans un premier temps, effectivement, au premier millénaire de notre ère, on voit apparaître en Asie, puis en Occident, on voit apparaître l'arbalète. C'est pour ça que j'ai mis ces deux images, avec différents types d'arbalètes. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. L'arbalète, vous voyez le système, c'est un bâti en bois, un cadre en bois sur lequel on va disposer une sorte d'arbre, en quelque sorte, de tension extrêmement puissant, avec un câble, souvent, que l'on ne peut tendre que grâce à un système mécanique. Alors, soit un cri, oui, vous voyez l'image de droite, c'est un détail d'une peinture que j'ai très connue, soit un cri, vous voyez, avec le système est relativement simple sur l'image de droite, soit un système de poulies, de poulies, de cordes, de moufettes, etc., comme sur l'image de gauche. Voilà. Et puis ensuite, vous avez une petite flèche qu'on appelle un carreau d'arbalète. Le personnage de droite la tient dans sa mâchoire, comme vous le voyez, qu'on dispose. Et effectivement, le carreau d'arbalète a un coefficient de pénétration, en particulier pour les armures, extrêmement puissant et beaucoup plus fort qu'une flèche tirée par un arc. Donc effectivement, avec l'arbalète, on s'est dit, là, on a une arme qui permet de tuer de loin, et pour fabriquer un arbalétrier, il faudra pas beaucoup de temps. Parce qu'à la limite, le gars, il a besoin de savoir quoi? Il n'a pas besoin de beaucoup d'expérience, il a besoin qu'on lui explique comment ça fonctionne, il a besoin effectivement de mettre son cri, son machin, son système, de tourner de tourner les manivelles, de remonter le câble, et puis ensuite de viser vaguement devant lui et de décocher son trait, son carreau. Effectivement, par rapport à l'archer, il n'y a pas besoin de dizaines d'années d'expérience, c'est clair. Sauf que le problème de l'arbalète, c'est que c'est horriblement compliqué. Le temps de rechargement, il est énorme. Vous imaginez sur un champ de bataille, avec en plus une charge de cavalerie qui vous arrive dessus, vous avez le temps de tirer quoi? Un carreau, quoi, en gros. Et puis après, vous n'avez même pas le temps de recharger, d'une certaine manière. Alors qu'avec l'arc, vous auriez pu quand même envoyer 2 ou 3 flèches, quand même. Donc l'arbalète, effectivement, est intéressante, mais ça ne résout pas le problème. Là, le temps de rechargement est beaucoup trop important. Et donc, ça explique quoi, ça? Ça explique finalement, que quand est arrivé en Occident, en provenance d'Asie, une découverte qui est celle de la poudre, ça explique que finalement, la poudre, on l'a adoptée très vite, très tôt et très facilement. Alors, la poudre, c'est une révolution scientifique. La révolution scientifique, c'est que ça vient de Chine, certainement vers les années 700-800, c'est
c'est pas sûr. Quelqu'un a dû remarquer qu'en mélangeant 3 produits, du soufre, du salpêtre et du charbon, je ne vous donnerai pas les proportions, qu'en mélangeant ces 3 produits, finement, hein, bien entendu, bien mélangés, bien sûr, et qu'en mettant, en approchant une flamme de cette mixture, ça provoquait d'abord une détonation, ça provoquait, on va le dire de manière plus scientifique, ça provoquait une énergie d'abord. Ça dégageait une énergie. C'est d'abord et avant tout ça, hein, la poudre. Et ensuite, on s'est dit, ben après tout, cette énergie, on va peut-être l'utiliser en la canalisant, pour envoyer quelque chose, quoi, envoyer un projectile. Alors effectivement, les premières armes à feu, c'est quelque chose de très rudimentaire. J'ai pris des images assez connues, c'est des dessins, mais enfin peu importe, de ce qu'on appelle les premières armes à feu, bâtons à feu, vous voyez, 14e siècle. Et puis une des toutes premières arquebuses à serpentin juste en dessous. Je ne vais pas là aussi rentrer dans les détails de ces armements, mais qu'est-ce que je peux en conclure? Ben, je peux en conclure une chose, c'est que là, pour tirer avec une arme à feu, là, il n'y a pas besoin de 5 années d'expérience comme pour l'archer. Et très vite, on va trouver le système pour recharger rapidement ces armes-là. Donc en fait, l'arme à feu, je dirais que c'est, du point de vue de l'histoire de la guerre, c'est l'arme qui permet de tuer plus vite et de plus en plus vite, parce qu'on va faire des progrès d'abord et avant tout dans le rechargement de ce type d'arme à feu, avec tous les modèles différents d'armes à feu qui vont suivre, hein. On va faire des progrès dans le rechargement, et surtout, avec l'arme à feu, les États ont trouvé le type de guerrier parfait, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'années d'expérience, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de semaines d'expérience, vous n'avez besoin même pas d'une demi-journée d'expérience pour expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne. Franchement. Et expliquer où il faut mettre la poudre, qu'il faut d'abord mettre la poudre, ensuite mettre le projectile, parce que c'est dans cet ordre-là, d'accord? Ensuite mettre la poudre d'amorçage, puis ensuite vaguement, on ne vise pas, hein, à l'époque moderne, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on ne vise pas, on tire devant. Hein. Et effectivement, ensuite mettre à feu et le coupard, etc. Et donc là, on a trouvé finalement l'arme à feu, c'est le moyen pour les États, finalement, très vite, de se doter d'armées de plus en plus nombreuses. Alors, il faut qu'il y ait des armes, bien sûr, mais d'armées de plus en plus nombreuses, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour former vos soldats. Franchement, en une journée, n'importe quel conscrit, il est formé. Vous savez, dans les dernières guerres de Napoléon, en 1810, les conscrits qui arrivaient au feu plutôt, généralement, on leur expliquait le maniement de l'arme, c'était les anciens qui leur expliquaient le maniement de l'arme, rapidement, hein, c'est du genre un quart d'heure, 20 minutes, je t'explique comment ça marche, et puis le lendemain, ils étaient enfin, sans exagérer, enfin disons le lendemain, dans les jours qui suivaient, ils étaient au feu. Hein. En gros, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apprentissage, finalement. Voilà. Donc, l'arme à feu, ça a permis effectivement de multiplier, je dirais, les troupes et les hommes et les armées, les effectifs. Ça, c'est l'arme à feu individuelle. L'arme à feu, ça a permis aussi de développer ce qu'on a appelé, ce que les experts appellent l'arme à feu collective, autrement dit le canon. Et là, le canon, c'est effectivement, ça va aussi transformer la guerre, le développement du canon. Pourquoi? Parce que désormais, avec le développement du canon en Occident, puis en Orient, en gros à partir du 15e, disons surtout du 16e siècle, 16e, 17e, 18e, jusqu'au milieu du 19e siècle, avec le développement du canon, désormais, il n'y a plus aucune muraille qui résiste. Toutes les murailles en élévation ne tiennent plus. Donc ça va transformer la guerre dans quel sens? Ça va transformer la guerre dans le sens que désormais on ne va plus construire de forteresses ou de murailles, de remparts en élévation. En tout cas en élévation, pardonnez-moi, j'ai envie de dire en élévation vers le haut. Mais on va très vite comprendre que la meilleure manière de résister au canon, c'est quand même de construire effectivement des murailles, des forteresses, des places fortes, etc. Mais de les construire en élévation vers le bas.
c'est-à-dire de les enterrer, quoi, d'une certaine manière. Et donc ça va donner... alors je suis allé un petit peu plus vite. Ça va donner naissance à un type de fortification sur lequel je reviendrai tout de suite après, un petit peu plus loin, au XVIe siècle, ce qu'on appelle la trace italienne, c'est-à-dire des systèmes de fortification enterrés, système que Vauban reprendra au XVIIe siècle et qu'il popularisera et qu'il généralisera au XVIIe siècle dans toutes les forteresses qu'il va remanier. Le canon, l'arme à feu, va également trouver un développement et va également faire évoluer complètement la guerre sur mer. Et j'ai fait l'arme à feu individuelle, l'arme à feu collective, et l'arme à feu collective sur mer, effectivement, le canon l'adoption de l'arme à feu type canon va faire que les États mondiaux, parce que ça c'est valable pas seulement en Occident, c'est valable aussi en Asie, les grands États vont très vite comprendre que pour utiliser au maximum l'arme à feu sur l'eau, c'était plus possible de faire la guerre avec des galères, comme sous l'Antiquité. Parce que là, vous connaissez le principe de la galère, il y a des rames de chaque côté. Sauf que si vous avez des rames de chaque côté, vous ne pouvez pas mettre de canons de chaque côté, quoi. Faut choisir. Vous ne pouvez pas mettre les rameurs et les canons. Ou alors, je sais pas, il faut les empiler, mais ça va être compliqué. Bien sûr, vous pouvez mettre des canons à l'avant de la galère ou à l'arrière. Enfin, vous en mettiez 4, quoi. En gros, c'est pas avec ça que vous avez une puissance de feu importante dans un combat naval. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut armer les bateaux pour pouvoir, développer et pratiquer la guerre navale, il faut placer le maximum de canons sur la partie la plus allongée du navire, autrement dit sur les côtés. Et donc, il n'y a plus de ramée, il n'y a plus de galère, non. Et donc, le moteur qui était la rame jusque-là, depuis l'Antiquité, eh ben, le moteur désormais du bateau, ça sera la voile, et uniquement la voile, et on va développer effectivement les grands systèmes de voile, les grands voiliers, etc. Avec cette fois-ci des canons sur les côtés des navires. Sauf que ça va complètement transformer aussi la forme de guerre. Quand vous avez des galères, le principe de la galère, c'est d'attaquer de face avec un éperon. Vous savez, à l'avant de la galère, il y a un éperon pour aller hameçonner en quelque sorte le navire en face, pas pour le couler. Hein. Ça, il y a que dans les films qu'on coule le navire avec l'éperon de la galère. Parce que si vous coulez, a priori, vous coulez avec lui. Hein. Si vous mettez votre éperon dans la galère qui est en face, puis que vous coulez le navire, vous allez couler avec lui. Hein, parce que pour le sortir, votre éperon, il va falloir faire marche arrière. Hein. Bon. Non, la galère, vous avancez effectivement en ligne, enfin, toutes les galères les unes à côté des autres, tout droit. C'est le système de la bataille de Lépante. Vous avez une image en haut, un tableau de Vasari assez connu sur la bataille de Lépante. Vous avez toutes les galères alignées les unes à côté des autres. Et on attaque frontalement pour aller aborder les galères en face, passer sur le pont des galères en face et pratiquer une sorte de combat terrestre en face. Avec le canon, transformation de la guerre navale. Cette fois-ci, les canons sont sur le côté des navires. Donc cette fois-ci, pour attaquer, on n'attaque plus les navires les uns à côté des autres, on attaque les navires les uns derrière les autres, en ligne de file, et non plus en ligne de front. Et donc, là aussi, l'art de la guerre navale se retrouve complètement transformé du fait simplement de l'arme à feu. Alors, petite anecdote juste pour revenir sur l'arme à feu. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail, les arquebuses, les mousquets, les fusils, l'évolution, parce que c'est des évolutions finalement techniques et qui correspondent encore une fois toutes à recharger le plus vite possible. Les améliorations de l'arme à feu entre le 16e et le 18e visent essentiellement à comprendre comment améliorer le rechargement de l'arme à feu. On est à une époque aussi où les poudres à canon sont ce qu'on appelle des poudres noires, qui dégagent une fumée très importante. Et ça aussi, c'est je voulais vous montrer ça à titre d'anecdote. Je dis toujours aux étudiants, vous savez, à l'époque, on ne vise pas. Que vous soyez une arquebuse, un mousquet ou même un fusil dans les guerres napoléoniennes, on ne vise pas. Il n'y a pas de viseur. Sur les fusils, le fusil modèle 1777 Charleville, vous avez tout juste ce qu'on appelle un petit grain d'orge au bout du canon, mais qui sert juste à aligner vaguement, mais c'est pas un viseur. On ne vise pas. On ne vise pas, on tire devant. Et donc, le projectile atteindra bien quelqu'un, d'une certaine manière. Et on ne vise pas, et dans les manuels d'infanterie, on recommande dans toutes les armées européennes, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et encore au début du XIXe siècle,
et les armées asiatiques également, on recommande aux tireurs de fermer les yeux. De fermer les yeux. Et quand vous voyez le dégagement de fumée, j'ai pris une image qui était sur Internet, un dégagement de fumée, vous comprenez pourquoi. On ferme les yeux ou alors on tourne la tête. Ça, c'est recommandé par les manuels. Autrement dit, on ne vise pas. Pourquoi ? Parce que la poudre, elle est incandescente, vous pouvez avoir des particules brûlantes si vous les prenez dans l'œil, etc., etc. D'où l'adoption par toutes les armées européennes, et puis du côté asiatique, on va avoir d'autres déclinaisons, de grands chapeaux. On s'est toujours demandé pourquoi les mousquetaires, pourquoi dans toutes les armées européennes des 17e et 18e, ils avaient tous des grands chapeaux. Chapeaux en feutre, en cuir, etc. Tout simplement parce que au moment, le chapeau il va très loin en avant, et au moment du tir, beaucoup de soldats, en fait, les plus vieux, les plus expérimentés, prenaient l'habitude de baisser la tête. Et en baissant la tête, vous voyez, c'est le bord du chapeau qui prenait la poudre, quoi, d'une certaine manière. Bon, je ferme cette parenthèse qui est juste pour votre gouverne. Alors tout à l'heure, je vous disais effectivement, changement dans l'art de la guerre. On ne construit plus de fortifications en élévation, on les construit en profondeur, on les enterre d'une certaine manière. Ici, vous avez un exemple en bas à gauche, et puis la photo, en fait, c'est une place forte en Espagne, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Rennes, qui est un parfait plan, effectivement, de ce qu'on appelle la trace italienne, avec des fortifications semi-enterrées, de manière à ne pas donner prise au tir des canons, et ne pas donner prise au tir des canons. Bien. Alors, je vais avancer et terminer sur sur ce que je vous disais. Concernant les concepts, les manières, ce qu'on appelle les formes de guerre auxquelles on est confronté, en tout cas aujourd'hui. D'abord, comment vous dire ? D'abord, une première chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de guerre partout, mais alors pas seulement en français, hein, dans les autres langues c'est la même chose, depuis 2 siècles, la guerre, elle est toujours quelque chose. Il y a toujours un qualificatif. Vous savez, on a toujours l'impression la guerre ne se suffit pas à elle-même. Il faut la qualifier. Alors, soit on la qualifie par sa nature. Alors, on va vous parler de guerre civile, de guerre de religion, de guerre sainte, de guerre à outrance, de guerre totale, de guerre couverte, de guerre ouverte, de guerre froide, de petite guerre, de guerre de conquête défensive, industrielle, révolutionnaire, asymétrique, hybride, fluide, hors limite, etc., etc. Soit on la qualifie par sa nature, soit on la qualifie aussi par son milieu. Guerre terrestre, guerre navale, guerre aérienne, guerre spatiale, guerre coloniale, cyberguerre, parce qu'après tout, c'est le milieu. Hein, c'est un milieu finalement immatériel, mais bon, c'est un milieu quand même. Soit on la qualifie par les armements employés. Guerre classique, guerre conventionnelle, guerre nucléaire, guerre bactériologique, guerre chimique, etc., etc. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours un petit peu, enfin, non pas surpris, mais je me suis demandé finalement si tous ces concepts ne brouillaient pas finalement la question de savoir ce qu'était la guerre, quoi, sa nature propre. Alors je vais prendre quelques concepts, je suis un anti-concept, hein, je vous le dis tout de suite, comme ça sera fait. Je vais prendre quelques concepts pour vous dire pourquoi moi je pense que les concepts c'est bien, ça permet de faire de la communication, mais je suis pas sûr que ça permette d'expliquer vraiment l'évolution de la guerre et comment elle va évoluer. Je vais prendre tout d'abord un concept qui est le concept de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Vous avez entendu parler je suis sûr, de ce terme de concept de guerre asymétrique. Alors ce concept, c'est quoi ? C'est un concept qui a vu le jour, qui a vu le jour en 1995, dans la doctrine de guerre américaine, et où effectivement la doctrine de l'armée américaine parlait de guerre asymétrique. Wow. Comme si et à partir de là, on a commencé à dire, ça permet d'expliquer toutes les guerres. Ouais, le concept de guerre asymétrique permettait d'expliquer toutes les guerres. Et ça a été repris par un général américain qui est le général Clark dans un article très célèbre de la revue du magazine Time d'octobre 2000,
How to fight an asymmetric war, comment combattre dans une guerre asymétrique. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'asymétrie? En gros, le concept de guerre asymétrique, c'est de dire, une guerre asymétrique, c'est un affrontement entre un acteur doté de moyens militaires importants, puissants, humains, logistiques, face à un autre adversaire qui, lui, est privé de moyens, ou en tout cas qui n'est pas dans la même situation de force. Et donc ça c'était le nouveau concept qui permettait d'expliquer la guerre. Alors j'ai pris une image évidemment qui est symbolique de la guerre asymétrique, vous en doutez. C'est effectivement un char, alors ici israélien, au moment de la guerre de la seconde intifada, face donc à effectivement un enfant qui lance des cailloux contre char. Bon, c'est très symbolique et un petit peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est juste pour évoquer ce qu'on entend par l'asymétrie. Vous voyez bien de quoi il s'agit, bien sûr. Alors effectivement, à partir de là, on est dit « Ah, ben oui, c'est formidable, on peut tout expliquer. L'asymétrie, la guerre d'Irak, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 1991, 90-91, c'est une guerre asymétrique. Le Kosovo en 98, une guerre asymétrique. La Libye en 2011, c'est une guerre asymétrique. L'Afghanistan 2001-2021, c'est une guerre asymétrique, etc., etc. Et en gros, c'était le concept qui permettait d'expliquer finalement comment la guerre se déroulait et comment on pouvait éventuellement y mettre fin. Alors, moi, je pense que c'est un concept qui est inopérant parce que c'est pas une nouveauté. Depuis l'Antiquité, enfin depuis la plus haute Antiquité, toutes les guerres ont toujours été asymétriques. Je veux dire, ça s'appelle un vrai faux concept, ça. Je veux dire, dans toutes les guerres, vous avez toujours un adversaire qui est plus quelque chose que l'autre. Plus nombreux, un petit peu mieux armé que l'autre, qui a plus de morale que l'autre, qui a plus de logistique que l'autre. Mais ça, c'est l'histoire de la guerre, ça. C'est pas une nouveauté de dire l'asymétrie permettra d'expliquer la guerre. La symétrie, elle est de tout temps et de tout lieu. Autre concept. Le concept de guerre, alors, le concept de guerre hybride. C'est un concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque effectivement on définit la guerre en Ukraine comme une guerre de type hybride, une guerre dite hybride. Alors de quoi s'agit-il? Alors en gros, c'est une guerre hybride, ça serait une guerre dans laquelle il y aurait une combinaison, c'est une guerre dans laquelle il y a combinaisons de deux types de combats, combat régulier et combat irrégulier. Combat régulier et combat irrégulier avec des combattants réguliers et des combattants irréguliers. C'est vrai que là aujourd'hui, on nous dit la guerre hybride, c'est la guerre d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'Ukraine est une guerre hybride, etc., etc. Oui, certainement, effectivement, il y a des combattants réguliers, des combattants réguliers. Oui, sauf que c'est pas une nouveauté non plus. J'ai pris cette image volontairement. C'est des images archi connues d'unités de partisans soviétiques sur le front de l'Est. On est en 43. Et quand on regarde bien ces images, on s'aperçoit que vous avez par exemple en bas une troupe qui passait en revue par un général, un major général, qui est Korch, qui est un major général de l'armée rouge. Mais qui était armée rouge, armée régulière. Et il passe en revue une troupe. Mais quand vous regardez la troupe qui passe en revue, là, en bas à gauche, alors je sais, la photo est en noir et blanc, elle est très pixelisée, il va falloir me croire sur parole quand je vais vous le dire, mais quand vous regardez attentivement, vous vous apercevez que les gars, il y en a qui ont des pantalons civils, il y en a qui ont des pantalons taillés dans des couvertures, il y en a qui ont des vestes de je sais pas quoi, de travail, il y en a qui ont des vestes militaires, il y en a qui ont des casquettes, il y en a qui ont des calots, il y en a qui ont des... Bref. Oui, non mais la guerre hybride avec des combattants réguliers et irréguliers, c'est pas une nouveauté. Encore une fois, ici on le voit bien, les soviétiques la pratiquaient déjà, et avant les soviétiques, il y avait déjà, on peut trouver d'autres exemples. Donc ce que je voudrais aussi dire aussi, c'est il faut se méfier des concepts, vous savez, qui apparaissent, des mots, un peu souvent des mots valises, qui permettent de tout expliquer, de dire c'est nouveau. Ah, c'est nouveau, on est dans un nouveau type de guerre. Mais non, on n'est pas dans un nouveau type. La guerre, elle reste toujours la guerre, d'une certaine manière. Alors, bon, c'est comme ça.
Effectivement, alors là aujourd'hui j'ai remis j'ai remis ce graphique parce que c'est comme ça qu'on définit effectivement la guerre en Ukraine aujourd'hui. Vous voyez une armée conventionnelle, des cyberattaques, des opérations spéciales, des forces irrégulières, une guerre économique, une guerre de l'information, et tout ça, ça vous fait une guerre hybride. Alors effectivement, la guerre hybride, c'est la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre qu'on peut qualifier effectivement par l'hybridité. Alors, juste une chose, et qui annonce déjà les évolutions de la guerre de demain, de la guerre d'aujourd'hui et de la guerre de demain. Quand vous avez des combattants réguliers et des combattants irréguliers, et ça c'est pas une nouveauté du XXIe siècle, hein, il a toujours fallu des gens pour encadrer les irréguliers et pour faire fonctionner ensemble les réguliers et les irréguliers. En gros, je reviens sur mes partisans soviétiques. Les troupes de l'armée rouge qui encadrent les partisans sur le front de l'Est en 43 à 44, 43 surtout, les troupes de l'armée rouge, c'est les meilleures troupes de l'armée rouge qu'on envoie pour encadrer les partisans. Vous allez voir où je veux en venir. Deuxième image, 2014, Ukraine. Vous avez ici des soldats. On est en secteur tenu par les Russes. Vous avez des soldats qui sont... alors bon... Je connais quand même, voilà, ils sont armés, lourdement armés. La légende dit lourdement armés, bon, n'exagérons pas. Ils sont armés, ils ont le fusil d'assaut réglementaire actuel de l'armée russe, pardon. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, on le voit vaguement sur l'image, mais ils n'ont aucun insigne. On est en 2014, hein. Ils n'ont aucun insigne, ni un signe d'unité, ni un signe de nationalité. Il y a zéro. Il n'y a pas de bande patronymique, pour ceux qui connaissent, qui ont des souvenirs, pour certains. Il n'y a pas de bande patro. Il n'y a même pas d'insigne de grade. Alors là aussi, faut me croire parce que je peux pas tout. On voit pas tout, mais je vous dis, il n'y a pas d'insigne de grade. Alors c'est quoi ça? Ben oui. Alors les Ukrainiens, avec beaucoup d'humour, les appelaient parce qu'aujourd'hui ils ont remis leurs insignes de grade aujourd'hui. Les Ukrainiens les appelaient les petits hommes verts en traduction française. En fait c'est quoi? C'est des soldats russes, bien entendu. Aujourd'hui d'ailleurs ce que je vous dis c'est de l'open source, hein, c'est pas un secret, hein, c'est la Russie l'a admis, reconnu, assumé, même en disant qu'on avait envoyé avant l'offensive de février 2022 des conseillers militaires qui étaient là pour quoi? Qui étaient là pour encadrer. Qui étaient là pour encadrer qui? Les combattants des forces pro-russes qui ont continué le combat après l'annexion de la Crimée en 2014 jusqu'en 2022, hein, comme vous le savez, et dans les territoires disputés, hein, dans les deux oblasts disputés, et qui donc, ces forces irrégulières d'une certaine manière, de séparatistes pro-russes, étaient effectivement encadrées par des troupes russes sans insigne, sans uniforme, voilà. Enfin, sans uniforme, sans insigne d'uniforme apparent. Où je veux en venir? Je veux en venir à cette idée qu'aujourd'hui, et c'est une caractéristique de la guerre de demain, effectivement, les guerres certainement seront de plus en plus hybrides, avec des forces irrégulières et des forces régulières. Mais que pour encadrer les forces irrégulières, il faudra des combattants super entraînés. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel combattant pour encadrer des forces irrégulières. Et les gens, les 4 hommes qui sont là, ça c'est mon hypothèse, ce sont des hommes des forces spéciales russes, à coup sûr. Et ça c'est la caractéristique de la guerre de demain, c'est-à-dire cette idée que les guerres de demain sont des guerres aussi qui vont se faire de plus en plus avec des forces spéciales. Je crois, c'est un thème que je développe parce que je donne aussi voilà, je travaille aussi du côté de l'école militaire, ce que j'appelle la force spécialisation. C'est-à-dire que les guerres d'aujourd'hui et les guerres de demain ne peuvent plus se concevoir sans force spéciale. Et je dis bien force spéciale, j'ai pas dit troupes d'élite.
En fait, je pense que les troupes d'élite dans les armées modernes seront de moins en moins représentées au profit des forces spéciales. Forces spéciales, dans la plupart des cas, sont des gens qui viennent souvent de ces troupes d'élite. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais je pense que ça, c'est une caractéristique de la guerre de demain, cette force spécialisation, je dirais, de la guerre. Alors, dernier point pour en terminer, avant de faire un petit passage rapide sur la guerre en Ukraine, et puis vous laisser la parole. On a vu aussi dans les 10 dernières années, effectivement, 20 dernières années, d'autres concepts militaires se développer. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de guerre fluide ou de guerre des acteurs fluides, pour désigner, vous savez, en particulier, on a beaucoup parlé de ce type de guerre pour la Syrie, et en particulier dans les offensives contre Daesh, contre l'État islamique, pardon, en disant que finalement le modèle du guerrier djihadiste, c'est un modèle de guerrier dit fluide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se confond dans la population, il est fluide. Il est noyé, si je puis dire, dans la population, et il n'a pas d'uniforme en tant que tel, enfin la plupart du temps, mais voilà. Alors, encore une fois, c'est un concept. On a parlé aussi, il y a eu différents concepts qui ont fait florès aussi dans les années 2010, le concept de révolution dans les affaires militaires, concept américain, puis de révolution militaro-technique également. Bon, bref, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de dire que de dire que dans nos sociétés, en particulier dans les sociétés occidentales, mais ça devient de plus en plus vrai aussi dans les sociétés asiatiques, comment je pourrais dire ça, le fait de mourir à la guerre devient quasiment intolérable. Et le fait d'avoir des jeunes gens, effectivement, qui sont tués sur des champs de bataille lointains ou plus ou moins lointains, devient pour les sociétés occidentales intolérable. Et donc, ce qui a amené, alors ça, c'est les Américains qui ont d'abord connu ça avec la guerre du Vietnam, c'est connu, hein, ça. Et ça a amené, en fait, les Américains à développer ce concept de révolution militaro-technique. L'idée étant quoi? L'idée étant de faire que la technique permettait d'arriver au zéro mort. Et plus on technologise, entre guillemets, désolé pour ce néologisme, la guerre, plus finalement on arrive à limiter le nombre des pertes humaines. Alors ça a donné lieu à quoi? Ça a donné lieu au développement d'armements que vous connaissez, que nous connaissons, qu'on voit partout, les drones. Alors drones de surveillance, puis drones armés également. Ça a donné lieu à des drones de grande dimension comme le Predator que j'ai mis archi connu, que j'ai mis en image ici, ou des drones de plus petite dimension qui sont aujourd'hui totalement opérationnels, qui sont des jouets qui s'achètent dans le commerce. L'hélicoptère maquette remote control, donc contrôle à distance. Ça, vous achetez ça comme cadeau de Noël si vous voulez, mais ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, ça fait partie de. Je vous montrerai une image de ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'armée française. Ce type de mini hélicoptère, aujourd'hui, vous l'équipez d'une caméra GoPro, ça vous permet quand même d'avoir aussi des images. Alors, la technologie, ça veut dire aussi, par exemple, le développement alors j'ai pris un autre exemple qui est celui de l'exosquelette, en vous prenant un exosquelette qui fonctionne, puisque c'est celui qui a été adopté par l'armée française, qui est l'exosquelette Uprise, et qui a été présenté lors du défilé du 14 juillet 2019, si vous vous en souvenez peut-être, et qui, effectivement, alors il n'est pas seulement présenté, il est en prototype de pré-série aujourd'hui dans les forces, et qui permet effectivement aux combattants ça l'aide à soulever des charges relativement lourdes sans en exerçant aussi sur une certaine action mécanique qui permet d'aider à soulever et à porter certaines charges. Bref, tous ces concepts, c'est des concepts aussi, la technologie au service du zéro mort, quoi.
plus il y aura de technologie, moins on limitera le contact humain et la présence humaine également sur un champ de bataille. Alors, on s'est également posé plusieurs questions sur lesquelles je ne vais pas... c'est des questions qu'on s'est posées récemment. Est-ce que le terrorisme est une forme de guerre ? Et puis, on s'est beaucoup interrogé, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur, finalement, qu'est-ce que pourrait être le modèle de guerre chinois ? Figurez-vous que la Chine nous a déjà donné non pas le mode d'emploi, son mode d'emploi, mais quasiment son mode d'emploi, avec un ouvrage qui est paru à la fin des années 90, qui a été traduit en anglais puis en français dans les années 2000, et qui s'appelle en français La guerre hors limite. Cet ouvrage, on le doit à 2 colonels à l'époque de l'armée de l'air chinoise, qui sont aujourd'hui généraux, et qui ont produit un ouvrage où ils expliquent en gros ce qu'est la guerre vue du côté chinois. Et c'est assez intéressant parce que pour eux, en fait, ils expliquent que le monde est un champ de bataille et que tout est justifié. Aujourd'hui, le terrain de la guerre dépasse les domaines terrestres, maritimes, aériens, spatial et électroniques pour s'étendre au domaine de la sécurité, de la politique, de l'économie, de la diplomatie, de la culture et même de la psychologie. Le champ de bataille de la guerre, hors limite, n'est pas le même que par le passé, puisqu'il comprend tous les espaces naturels, l'espace social et l'espace en pleine croissance de la technologie, tel l'espace nanométrique. Désormais, ces différents espaces s'interpénètrent. Et en gros, les 2 Chinois écrivent, enfin les 2 colonels chinois écrivent, dans les guerres du futur, les moyens militaires ne seront qu'un choix parmi d'autres. Les moyens militaires ne seront qu'un choix parmi d'autres. Autrement dit, le modèle chinois aujourd'hui, vous vous en doutez, parce que vous vous doutez qu'aujourd'hui, le bouquin, il est à nouveau drôlement commenté. On le relit, on le re-relit et on le commente hardiment parce que effectivement, depuis le discours sur la boussole stratégique européenne de mars 2022, la boussole stratégique européenne, enfin le document qui fixe la stratégie de l'Union européenne en termes de défense, pointe du doigt nommément 2 pays. C'est la première fois qu'on pointe du doigt nommément 2 pays comme étant des menaces pour l'Union européenne. Ces 2 pays, donc ça c'est le document officiel, mars 2022, Union européenne, Strategic Compass, la boussole stratégique. Les 2 pays sont la Russie et la Chine. Donc c'est la première fois qu'on nomme qui est l'ennemi. Voilà, j'en dis pas plus. Alors aujourd'hui, on se prépare, effectivement, toutes les armées du monde se préparent, l'armée française comme les autres. Le chef d'état-major il y a eu un discours récent, et effectivement, il y a vraiment une volonté très forte, et pas qu'une volonté, de se préparer à ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Alors vous voyez, là aussi, la guerre de haute intensité dont j'avais écrit avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, que la guerre, elle n'était pas de haute intensité ou de basse intensité, la guerre, elle est d'intensité, quoi qu'il en soit. La guerre, c'est la guerre, quoi. Et haute intensité, basse intensité, ça aussi, c'est des mots qui permettent aussi de se réfugier derrière des concepts, quoi, d'une certaine manière. Alors, bon, j'ai pris des exemples de documents d'ailleurs du site du ministère des Armées, pour le premier, vous voyez, l'avion en flammes, bon, c'est pas drôle. Le magazine DSI, effectivement, un de ses numéros hors série sur la guerre de haute intensité, le magazine L'Usine Nouvelle, pour ceux qui connaissent le magazine L'Usine Nouvelle, qui nous parle de l'heure de la mobilisation générale. Vous voyez, c'est des documents de 2022, 2023 même, donc c'est récent. Et effectivement, on a un certain nombre de pays aujourd'hui dans le monde qui sont, en tout cas la Russie et la Chine, qui sont extrêmement agressifs. La Russie, je ne reviens pas dessus, vous vous en doutez, sur la question de l'agressivité, vous voyez ce que je veux dire. La Chine, c'est pareil, La Chine, c'est pareil. La Chine a une politique qu'on connaît. Bon, c'est vrai qu'en Occident, on connaît pas bien la politique de la Chine. Mais aujourd'hui, par exemple, la Chine est en conflit. En fait, il faut savoir que la Chine est quasiment en conflit ouvert avec tous ses voisins. Le Vietnam, la Corée, enfin, pas la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, l'Indonésie, etc. Pourquoi ? Parce que la Chine a une politique de conquête de territoire sur la mer, une politique d'insularisation, c'est le cas de dire, et à partir de récifs, elle vous fabrique des îles artificielles. Alors ici, j'ai pris l'exemple du récif des Fiery,
où vous avez une image satellite, vous voyez tout en haut, vous avez 3 images satellites. Au départ, vous avez des récifs, vous imaginez des cailloux dans la mer, quoi, des récifs. Et la Chine, en quelques mois, amène des cargos entiers de sable, de pierre, de terre, comble entre les récifs, et un an après, vous fabriquez une île artificielle avec une piste d'atterrissage et des bâtiments militaires, plus des tourelles de canon, des toiles de missiles, enfin tout ce qui va bien, de part et d'autre. Ben ça, imaginez-vous, bon, je ne vais pas multiplier, les cartes, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, la Chine fait ça dans pratiquement toute la mer de Chine méridionale aujourd'hui. Et donc derrière, ben, vous avez des revendications territoriales, parce que ça veut dire des zones d'exclusion économique, ça veut dire des zones de pêche, ça veut dire, etc., etc. Donc, effectivement, il y a des pays aujourd'hui dans le monde, la Chine en est un, qui ont une politique, pour le moins, expansionniste, qui, à un moment donné, effectivement, risque d'entrer en conflit ouvert avec ses voisins. Les forces spéciales, il y a eu une exposition qui s'est terminée il y a quelques semaines à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, super exposition sur les forces spéciales au musée de l'armée. Effectivement, les forces spéciales dans le monde aujourd'hui, à la fin des années 70, les forces spéciales des armées dans le monde, c'était 8 000 hommes. En 2014, c'est 65 000 hommes. J'ai pas des chiffres, en fait, j'ai pas de chiffres plus récents, je vous l'avoue. Mais vous pouvez être certain que les chiffres, ils sont largement au-dessus des 500 000 hommes aujourd'hui. En 2019, pour les Américains, le budget pour les forces spéciales américaines était de 10 milliards de dollars. Donc, on est effectivement dans des chiffres extrêmement élevés. Alors, je termine simplement sur ce que j'ai déjà largement dépassé, très largement dépassé. Je termine sur ce que je vous avais annoncé, finalement, la guerre de demain et l'Ukraine, pour prendre quelques exemples dans tout ça. Alors, la première chose, la guerre de demain, elle sera à base, enfin en tout cas, elle intégrera une composante force spéciale, c'est sûr. C'est peut-être un peu affirmatif ce que je fais là, mais bon, en tout cas, c'est très fortement probable. Deuxième caractéristique de la guerre de demain, elle se déroulera en ville. Vous savez, à l'horizon 2050, plus des 3/4 de la population sera urbaine, de toute façon. On ne risque pas beaucoup de se tromper en disant que la guerre de demain se déroulera en ville, hein, en voyant ça. Et la guerre en ville, je vous assure que c'est ce que... Alors il y en a sans doute peut-être dans la salle, je ne sais pas. C'est sans doute ce que redoutent le plus les troupes, les forces, les militaires si vous préférez, véritablement. C'est le type de combat, le type de guerre le plus meurtrier qui soit, le plus compliqué à mener également. Surtout dans nos villes modernes. Et on l'a vu en Syrie, on l'a vu pendant la guerre de Syrie, on l'avait déjà vu avant, on l'avait vu en ex-Yougoslavie. On l'a vu à nouveau en Syrie, et là, l'Ukraine fournit quelques exemples, malheureux exemples, évidemment. Pourquoi ? Parce que, effectivement, mener une guerre en ville, ça veut dire prendre chaque rue par rue, quartier par quartier, immeuble par immeuble, étage par étage, en comptant les étages en profondeur aussi. Et ça, la technologie peut pas faire grand-chose. Alors si, elle peut faire quand même, elle peut limiter. Mais fatalement, il faudra quand même qu'il y ait du monde au sol. Et quand il y a du monde au sol, ça veut dire qu'il y a effectivement des potentialités de pertes évidentes. Alors, la guerre en ville, pour employer un terme qu'on emploie dans les manuels, c'est ce qu'on appelle le problème des canyons urbains. Ça vous crée effectivement des défilés avec des rues encombrées de véhicules détruits, mais aussi de gravats qui ralentissent toute progression et qui font que les véhicules, des véhicules militaires aujourd'hui c'est très compliqué pour qu'ils puissent passer. Alors vous avez effectivement on s'adapte. Alors vous avez par exemple des véhicules qui ont été spécifiquement développés justement pour mener des types de combats urbains. Alors des véhicules déjà anciens comme le Bradley, qui est un char déjà ancien mais qui a été revisité et remis à la mode, si je puis dire, avec un nouveau système de chenilles, enfin bon, peu importe, pour se déplacer en environnement urbain détruit. Et par exemple le Striker qui est à gauche, qui est un véhicule lui aussi à roues cette fois-ci,
mais lui aussi spécialement conçu pour pouvoir être déployé en environnement urbain détruit. Mais aujourd'hui, comment dire, la guerre en ville, ça amène aussi à penser d'autres types d'armements. Alors, je vous ai mis une photo d'une PME française qui a développé un mini-drone de combat pour l'armée française. Les deux soldats, vous voyez, sont des soldats français, hein, en bas à gauche, et un mini-drone de combat qui est mis au point par une PME qui s'appelle Novadem. Tout ça, c'est de l'open, hein, c'est pas un secret. Il n'y a rien évidemment, vous en doutez. C'est tout à fait open source, hein, ce que je vous dis là. Et typiquement, finalement, aujourd'hui, pour progresser en combat urbain, le principal danger, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté d'un mur, qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté d'une maison, enfin d'un immeuble. Et donc, il faut envoyer quoi ? Il faut envoyer des engins de reconnaissance, des drones. Donc, des mini-drones ici, qui sont des mini-drones qui vont avoir une caméra. La caméra, le chef de section, généralement, a un écran, comme vous le voyez, il a un écran, vous voyez, il a sa tablette, quoi. Et ça permet de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi, en gros. Ça, c'est la première solution qu'on a trouvée. La deuxième solution qui est développée, puis c'est quelque chose que je connais un petit peu, c'est aujourd'hui, on se dit que finalement, il faut qu'on développe des moyens aériens aussi, pilotés, pour pouvoir évoluer dans les environnements urbains détruits, en gros dans les rues et au-dessus des rues. Et donc on développe des modèles d'hélicoptères blindés avec des rotors très étroits, sans rotor de queue, avec une hélice propulsive et deux hélices, enfin contrarotatives, bon, peu importe. Et vous avez un prototype qui pourrait bien rentrer en service dans l'armée américaine, qui est le Raider de Lockheed Martin, avec un rotor vraiment très étroit qui est calculé, j'ai envie de dire, pour pouvoir progresser entre deux immeubles, quoi. Enfin, tout dépend évidemment de l'espace entre les deux immeubles, on est bien d'accord. Mais bon, disons un espace standard, je dirais une rue, quoi, standard. Alors on a calculé même ça par rapport à le standard étant les rues du Moyen-Orient. Voilà, évidemment. Il fallait un standard d'une certaine manière. Voilà, donc tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui sont en train de se faire et qui valent la peine de... Voilà, j'en ai quasiment terminé, comme je vous disais. Le futur de la guerre. Alors, les cyberattaques, j'en ai pas parlé, on pourra en parler. Des tirs de missiles de croisière, ça on l'a déjà vu et on le verra encore. La maîtrise du combat en zone urbaine, la force spécialisation des troupes au sol. Et aujourd'hui, on en est aussi à développer des nouveaux types d'armements qui permettent on revient, par exemple, à des armements du type le dirigeable géant, mais de dirigeables de très haute altitude, qui pourraient servir de base de relais, voire alors sans personne à bord, hein, mais également de relais pour du ravitaillement en vol. Ça fait très Avenger, hein, mais c'est tout à fait ça. Les drones, on a compris que pour utiliser les drones au mieux, il ne fallait pas envoyer un drone, mais il fallait envoyer des drones. Autrement dit, on est sur des concepts d'essaims, comme les guêpes, quoi. D'essaims de drones. Alors vous avez une image, vous voyez, avec, en vert, parce que là, on est en train de le tester, les verts et rouges, là. Et puis les drones, il n'y a pas que des drones volants, il y a aussi des drones sur l'eau. Les Ukrainiens ont développé un système des drones de surface maritime, qui sont des bateaux télécommandés. Des bateaux télécommandés. Et donc, toutes les grandes nations aujourd'hui, les Israéliens, les Américains, les Français un petit peu, les Anglais développent effectivement ce type de navires commandés à distance, du type donc des drones. On développe aussi de plus en plus, et c'est pas de la science-fiction, effectivement, l'idée étant de s'affranchir de la gravité, des systèmes de jetpack, c'est-à-dire de moteurs propulsifs individuels. Encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, ça marche. Alors je n'ai pas le temps, parce que j'avais pensé vous passer une vidéo. Effectivement, les Anglais ont développé tout un système de jetpack individuel pour des guerriers, etc., qui fonctionne et qu'on arrive à diriger relativement bien. Si vous vous souvenez bien, aux présentations du 14 juillet 2019,
Frankie, comment il s'appelait, Zapata, je sais plus son nom, enfin bref, vous vous souvenez sans doute du 14 juillet, où il a fait sa démonstration de flyboard, enfin de planche volante. C'était au défilé, hein, puis il a atterri dans la tribune présidentielle. Oui, non, mais il a fait le buzz, le gars, parce que du coup, derrière, il y a eu du monde pour le récupérer. Hein. Et c'est pas, encore une fois, ça fait partie des moyens prévus, avec une mise en œuvre du côté anglais, par exemple. L'image que je vous montre, c'est une image du Ministry of Defense anglais. L'entrée en service de Jetpack est prévue pour 2030 du côté anglais. Vous voyez, il y a un côté effectivement Marvel, quoi, si je puis dire, mais il y a quelque chose, c'est une réalité. Et puis de la même manière, aujourd'hui, on entend parler beaucoup avec l'Ukraine de nouveaux types d'armements, de ce qu'on appelle des munitions rôdeuses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces munitions rôdeuses. De quoi s'agit-il ? On s'est aperçu que finalement c'est bête de tirer un obus et puis bon, l'obus il va tomber, alors que ce serait quand même beaucoup mieux si finalement on faisait tourner en l'air des munitions et que quand on en aura besoin quelque part, hop, on la dirige sur l'endroit où on a besoin, ce qu'on appelle les munitions rôdeuses. Alors quand je dis tourner, on ne les fait pas tourner très longtemps. Par exemple, le Switchblade, vous voyez la photo en haut à droite, ça tourne en l'air pendant 20 minutes, hein, pas plus. Et une fois qu'on a trouvé une cible, on le dirige dessus. Ça aussi, ça fait partie effectivement d'un certain futur, enfin de ce qu'on voit comme un certain futur de la guerre, voilà, d'autres types d'armements qui permettent aussi d'éloigner toujours plus aussi l'homme, d'une certaine manière, du champ de bataille. Et ben voilà, je vais m'arrêter ici parce que je suis allé beaucoup trop loin et puis je vais vous laisser poser des questions. Merci beaucoup.